Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce vendredi matin. Taxi Presse de ce jour, c'est avec Abi Alpha Isoto du journal Le Rendez-vous, Fabrice Petizi du journal Le Libéral, Ferdinand Haïté du journal L'Alternative et Loïc Lawson du journal Flambeau des Démocrates. Nous reviendrons naturellement sur la situation de crise politique que traverse le Togo depuis plusieurs semaines. Cette semaine, l'opposition était encore dans les rues. À travers tout le pays, la guerre des chiffres a aussi eu lieu. Un peu plus de 15 000 manifestants selon le ministre de la Sécurité. Près de 50 000 affirment d'autres sources proches de l'opposition. Nous reviendrons donc sur une journée particulière hier 5 octobre, qui rappelle le 5 octobre 90, la marche de la colère qui a paralysé Sokodé et Lomé. Pendant ce temps, eh bien, la communauté internationale et sous-régionale appelle au référendum. Il y a une dizaine de jours, elle évoquait le dialogue pour une issue pacifique de la crise. A-t-elle aujourd'hui un double langage? Hier, Jean-Pierre Fabre disait que le peuple sait que c'est sa lutte et non celle de la communauté internationale. Je demanderai l'avis de mes confrères en studio. Et puis l'insécurité à Lomé devient inquiétante, sérieusement. Cette semaine, un nouveau braquage encore au grand marché d'Adaoulato. On va en parler ici, en studio, avec mes confrères. Et nous sommes en direct, bien entendu, c'est Taxi Près de ce vendredi. Aujourd'hui, c'est le 6 octobre 2017. Bonjour Fabrice Petizi. Bonjour à toi et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission en ce moment. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Abi Alpha. Bonjour à Taxi FM, à tous nos auditeurs, auditrices et à ta rédaction. Et il y a un auditeur qui m'a demandé expressément de vous dire qu'il faut ce matin utiliser beaucoup de proverbes. Non, les proverbes, ça s'utilise quand il y a besoin. Quand tu jettes un proverbe qui ne répond pas au texte, au contexte, qui devient ridicule. Bon, on a vu des gens qui balancent des proverbes sans me répondre. Alors là, ça, on ne comprend rien. Ça fait un discours décousu. Ah, d'accord. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric et bonjour à tous les éditeurs. Bonjour, un bonjour particulier au grand citoyen d'État, le professeur Cyr. Ah oui, professeur Cyr, que nous saluons de passage. Oui, si, il est là. Vous l'avez écouté ce matin? Il faut que je passe le voir. D'accord. Bonjour. Moi aussi, je dois Loïc, bonjour. Oui, bonjour à toi Eric Gator et bonjour aux amis ici, tous les grands citoyens d'État. Je profiterai, même si c'est avec un retard, pour des joyeux anniversaires à Fabrice, qui a fêté son anniversaire hier 5 octobre, c'est un rebelle. Dis donc. Donc, tu vois. Mais tu nous as caché les choses. Il nous a caché les choses. Depuis 90, je célèbre ça d'une manière discrète. Parce que ce n'est pas une bonne date pour toi. Et aussi, il y a aussi un autre grand citoyen d'État qui est un grand auditeur, qui fête aussi son anniversaire demain. Il s'appelle Roméo, il vous écoute beaucoup. Très bien. Il est du côté de Promo Store et joyeux anniversaire à lui aussi par anticipation. Alors nous disons aussi joyeux anniversaire à une charmante demoiselle qui est sur la plateforme Taxi Presse. Elle s'appelle Immaculée, que nous saluons de passage. Elle a célébré ça aussi hier, je pense, je crois. Ouais. 5 octobre, comme Fabrice. On va parler maintenant politique. Hier, c'était justement le 5 octobre. L'opposition togolaise a initié des manifestations comme depuis plusieurs semaines maintenant. Et hier, l'ambiance à Lomé était toute particulière. Est-ce que vous avez pu circuler à Lomé hier, à défaut de couvrir la manifestation? Sûrement que vous avez envoyé des reporters. Non, mais Eric, c'est que tu sais pas. Je suis surpris que tu me poses la question en premier. Moi, je me suis retrouvé effectivement, malgré moi, ou je sais pas, au cœur des manifestations. C'est-à-dire, quand la manifestation s'est ébranlée autour de midi, et que déjà avant ça, les voies étaient barricadées à Dido Gomé et comment vous avez tout demandé qu'on sort. Moi, j'ai quitté le bureau, je voulais rentrer. Il n'y avait pas moyen de rentrer à la maison. C'était bloqué partout. Alors, je me suis dit, mais on est où? Et tout est bloqué. Le maire est devenu pratiquement désert en quelques secondes, certaines zones. Alors, la peur au ventre, j'ai dû repousser le chemin pour rentrer au bureau. Alors, malgré moi, j'ai dit, écoutez, comme je ne suis pas loin du coup de là où il y a les manifestations, il faut que j'y aille vivre les manifestations en live. Alors, j'ai dû aller sur le terrain pour voir comment les jeunes étaient, mobilisés, ils étaient colorés ou colériques, je ne sais pas comment ça se dit. Colériques. Alors, les jeunes, j'ai vécu la chose jusqu'à, en tout cas, 16h30, 17h. Et j'avoue, ma foi, ce que j'ai vu hier, je me suis dit, s'il y a un compte rendu fidèle qui est fait aux premières autorités de ce pays, les lignes doivent bouger dans les prochains jours. C'est-à-dire, en tout cas, que le dialogue doit être ouvert pour qu'on puisse
amener le pays au calme parce que tous les commerces étaient fermés. Les banques à 14h30, Ecobank, tout ça n'ont pas fermé. Le grand marché était vide. Il y a des images, comme j'étais sur le terrain, il y a des images que j'ai pris même pour tweeter avec en live, pour dire, ben voilà, c'est à l'instant. Et j'étais surpris. Et en tout cas, hier, Lomé a fonctionné à peine je ne sais pas, à 20 ou 30 ou 40%, je ne sais pas comment le dire. Mais en tout cas, ça veut dire que dans une certaine mesure que certains citoyens ont décidé de paralyser Lomé. Oui, hier, certains Togolais ont décidé de paralyser. De la colère, finalement. Oui, parce que tu vois, quand tu vois les zones bloquées, quand tu prends, comme dit Todman, Adjogomanala, à Koresewa, en allant à la zone B, tout ça là, c'était le grand marché, les femmes ont fermé. Les bonnes femmes, toutes les bonnes femmes ont fermé. Tu t'es dit, mais c'était en tout cas... Ce que j'ai vu hier, je me suis dit, oh Dieu, c'est vrai, j'ai pas encore vécu ça, c'est dans les années 2005 que j'ai vu ça. Et les militaires ou les policiers et tout cela, les jeunes n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur. Et ce qu'il faut aussi saluer ici, c'est le sang-froid que les policiers ont eu. Parce que j'ai vu des jeunes provoqués. J'ai vu des jeunes venir même devant la gendarmerie chercher à défoncer la porte pour rentrer dans la gendarmerie. Tu imagines, c'est qu'on appelle provocation à domicile. Et ça, c'est quelle provocation, ça? Donc... Oui, vous l'avez dit, à domicile. Oui, mais tu imagines, j'ai vu des jeunes faire des choses pas possibles hier. Et le clou, c'est quand j'ai vu que la vague, je ne sais pas si c'est la deuxième ou troisième vague, celle de ceux qui ont quitté, je crois, à Dewi, et à la tête desquels j'ai vu, malgré le soleil, à Guibo, pratiquement... Oui, je l'ai vu. Et on m'a dit qu'il a marché depuis jusque-là, et je le voyais marcher totalement fatigué. J'ai dit, bon Dieu. Et j'avais peur, je me disais, il ne faut pas qu'il s'écroule. Mais il a tenu jusqu'à la fin. Abi Alpha, Lomé était paralysé hier, mais ce n'était pas ça l'objectif enfin je ne sais pas trop, mais des organisateurs. On parlait d'une manifestation de colère, oui, mais pas pour barricader les voies, pas pour créer un petit peu du désordre. Hier, en fin d'après-midi, le ministre Yak, dans une conférence de presse, disait qu'il allait rendre un procès verbal au procureur. Vous savez qu'il y a quand même une loi qui réglemente les manifestations, et quand il y a grabuge, ceux qui ont organisé vont devoir répondre devant la justice. Merci, confrère. Effectivement, hier, tout le monde a vu, a suivi la marche. Il y a d'abord très tôt le matin, comme d'habitude, les différents marchés, les boutiques ont ouvert. Quand la marche a commencé, il y a un adage qui dit même le chien arrangé connaît la cour du chef. Donc quand la marche a commencé, automatiquement, moi, au moment où j'allais vers la marche, je voyais les médias venant sur les motos du grand marché, tout ça là. C'est-à-dire automatiquement, certaines activités se sont fermées d'elles-mêmes. Donc les grabuges ont commencé autour des médias avec les barricades ici et là. Après ça s'est calmé, la marche a continué au niveau de console avec la marée humaine que Loïc a décrit. Et maintenant, je ne sais pas si on pouvait parler de provocation des forces de l'ordre, parce que hier aussi, moi aussi, j'ai été témoin des scènes où des groupes organisés qui d'habitude lors des pareils événements distribuent de l'eau gratuitement, en distribuant aussi aux forces de l'ordre. J'ai vu c'est-à-dire une ambiance de famille entre le civil et ceux qui faisaient la sécurité. Ils passaient, ils s'arrêtent, les forces de l'ordre enlèvent chacun son piota, ils s'en servent, et puis tout le monde était citoyen au même titre, sans distinction de tenue. Donc, c'est vrai que dans des moments comme ça, il y a toujours certains qui sont agités, certains surexcités, il y a ça toujours. Bon, maintenant ça s'est terminé dans la soirée, et surtout dans les zones de compte, tout ça là. Ferdinand était beaucoup plus dans le cœur là-bas avec sa rédaction. Je vais lui poser la question. Exactement, donc il était au cœur de la chose. J'ai tenté d'aller le récupérer dans sa rédaction, je n'ai pas pu. Donc, ça s'est un peu mal terminé dans la soirée. Mais il faut déplorer une chose. Hier, il faut tirer un coup de chapeau au sang-froid, comme l'a dit Loïc. Mais il faut relever qu'au même moment, il y a, si l'autorité ne prend garde, il y a des maillons qui vont les échapper et qui peuvent coûter très cher aussi bien l'autorité qu'au Togolais. Ce n'est pas la première fois. Hier, quand les gens rentraient des manifs,
au niveau de 3K. Ah oui, bar 3K. C'est visiblement que les forces de l'ordre là-bas arrêtaient les taxis. On extirpait ceux qui sont en rouge. Même si tu n'es pas en rouge, on sait que tu viens de la marche. On bastonnait, on a emporté certains. C'est aussi des forces de l'ordre. La marche est terminée. Les gens rentraient et on vient embarquer. Ce n'est pas la première fois que ça se passe. La marche du 7 qui s'est mal terminée aussi au niveau de la Colombe. Là-bas, il ne s'était pas arrêté au niveau de 3K. C'était devant le garage central. Là-bas, ce n'était pas des militaires, mais c'était des jeunes miliciens qui étaient en tricot noir, casquette noire. Et qui sont armés par des gens que nous connaissions. Donc, qui étaient là-bas, qui intimidaient, qui voulaient frapper les jeunes qui revenaient de la marche. Il a fallu des vieux propriétaires de maisons là-bas, vraiment pour les amener vraiment à la raison. Et ils se sont dispersés. Donc, quand des maillons comme ça commencent par échapper, quand nous saluons le sang-froid des forces de l'ordre, et qu'à la dernière minute, les mêmes forces de l'ordre, certaines s'organisent pour venir embusquer par la faveur de l'obscurité de 18h en allant, pour maintenant faire du désordre sur les gens vers l'aéroport là-bas. On prend un jeune juste parce qu'il est sur sa moto mat et que si la moto est affichée, le drapeau togolais, c'est qu'il vient de la marche. Actuellement, on ne sait pas où il est. Donc, quand ça se passe comme ça, il faut que l'autorité fasse attention. Parce que nous savons qu'il y a certaines autorités qui financent les miliciens. Ils vont, bien sûr, je connais au moins 2 anciens responsables de régie financière qui financent les miliciens. Ce n'est pas tout qu'on dit ici. Et ça fait que les gens se sont donné des moyens de guerre de la milice pour faire du désordre parallèlement à la dotation sécuritaire officielle. Donc, quand le temps viendra, on va donner leur nom ici. On connaît les jeunes cadres qu'ils ont mis devant pour gérer. Le 6 du mois passé, c'est 16 cartons. Emballés dedans, emballés les machettes, les gourdins et je dis 16 cartons qui ont été déchargés devant une maison, devant un magasin de tilapia, pardon, au niveau de OTP. Donc ce n'est pas tout qu'on dit ici. On sait qui finance ces trucs parallèles. Les mêmes groupes ont fonctionné dans la violence, dans la barbarie qu'il y a eu au niveau de Mango d'abord. Il faut voir comment les gens sont blessés. Quand tu regardes les blessures que les gens reçoivent, tu sais quel type d'armes les gens utilisent. Donc c'est les mêmes barbaries, les mêmes personnes sont intervenues au niveau de Mango. Ils sont venus au niveau de Bafilo. Ils sont nombreux à Akara. Sauf que Akara, depuis là, il n'y a pas eu manif en tant que tel. Donc, ce n'est pas tout qu'on peut dire ici, mais il faut que l'autorité fasse attention parce que quand on a une autorité, on peut faire la diarrhée sans avoir mangé le haricot, quoi. D'accord, bon, on a compris. Ça fait 2. Fabrice Petit, par rapport à la manifestation de ces derniers jours. Oui, ben, je voulais rebondir un peu sur ce que la situation qu'Abi déplore. Je crois qu'il faut le déplorer et c'est ça le danger. C'est-à-dire que lorsque les hommes politiques appellent à une marche et puis bon, à un moment donné, il y a ces genres de situations où il y a des sortes de représailles, il faut le dénoncer. Surtout quand ça échappe aux forces de l'ordre et que c'est des groupes privés qui s'organisent pour en découdre. On n'est pas loin de ce qu'on appelle généralement la guerre civile. Et c'est une guerre où il n'y a pas de gagnant. Tout le monde sort perdant parce qu'il y aura des morts un peu partout. Et donc il faut dénoncer cela. Il faut aussi dénoncer ces militants de l'opposition aussi qui sortent pour marcher et qui parfois également mènent des représailles sur des gens qui n'ont rien à voir avec la marche parce que autant vous êtes... Parce que ce qui s'est passé hier à Idogomé est incroyable. Il s'est passé des choses. Il y a eu, quand vous dites les gens ont fermé leur magasin, ils n'ont pas fermé leur magasin pour aller marcher, ils étaient contraints de fermer parce qu'il y a une certaine insécurité qui planait dans l'air. Ça aussi il faut le dire. Autant les miliciens du pouvoir dont on parle posent des actes qu'il faut dénoncer. Il faut aussi dénoncer les actes de certains manifestants qui ne comprennent rien du tout, qui s'en prennent, qui forcent même des gens à les rejoindre. Et quand on vous voit et vous n'êtes pas dans la marche, les gens ont eu leur véhicule cabossé et tout cela. Ça, c'est des situations qui ne sont pas favorables à la démocratie. Et quand en face, il y a des camps qui essaient de faire de la même manière, c'est là où il faut être prudent à ne pas glisser sur ce terrain où il y aura des affrontements. On souhaite tout simplement que ce soit les forces de l'ordre qui encadrent et même s'il y a grabuge, que ça se situe. Ce qui s'est passé au niveau du 3K hier est relayé sur tous les réseaux sociaux avec des images à l'appui.
ce ne sont pas des miliciens ou des gens qu'on peut dire des militaires. Ce sont des forces de l'ordre, de sécurité. Oui, c'est là. Oui, c'est pour cela que je dis, quand c'est les forces de l'ordre qui le font, on sait sur qui là ses responsabilités retombent. Parce que ça, Dabran ne l'a pas dit hier à la conférence de presse. Bon, on suppose que ça s'est passé après la conférence de presse. C'était à quelle heure? Bon, c'était autour de 18h. Bon, maintenant, ce dont moi je parle, ça c'est... Les gens l'ont vécu, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Pour tout le monde, les gens sont libres de marcher, mais il faut que aussi les gens comprennent que les autres aussi sont libres de marcher à leur... Mais qu'à cela ne tienne, au-delà de ça, bon, la mobilisation de l'opposition, je ne pense vraiment pas que c'est d'actualité aujourd'hui, parce qu'on sait que depuis toujours l'opposition a toujours mobilisé. Alors je ne sais pas si aujourd'hui, parce que je vois les gens se lancer dans la guerre des chiffres, je ne sais pas si c'est vraiment ça l'objectif de l'opposition. Est-ce que c'est démontrer que nous avons des gens que nous mettons dans la rue? Bon, si c'est ça, je crois qu'ils l'ont suffisamment prouvé et qu'il faut que d'ores et déjà on pense à autre chose et que le pays puisse évoluer. Sinon, tout le monde sait, même à travers les urnes, on sait que la capitale est maîtrisée par l'opposition. C'est eux qui gagnent. Comme un peu partout dans les grandes villes. Comme c'est eux qui gagnent le plus grand nombre de sièges. Et puis bon, quand ils sortent aussi, ils sont nombreux. Donc moi, je crois que le débat n'est pas combien ils ont vraiment mis dans la rue. C'est pour ça que moi, je ne me lance pas dans la guerre des chiffres. Alors maintenant, il faut chercher à savoir c'est quoi l'objectif. Il faut que les lignes bougent. Et moi, je constate tout simplement que depuis le 19, quelque chose a été fait. Il y a eu une marche qui a débloqué une situation, puisque pendant 10 ou 11 ans, on attendait le pouvoir en place sur ce sujet-là, et il n'a jamais bougé. Mais il a fallu la date du 19 pour que quelque chose bouge. Mais là, ça a bougé. Peut-être que ce n'est pas tellement parfait. Et aujourd'hui, l'opposition a démontré que la population a besoin de ça. Et il continue de les démontrer, mais au-delà de tout cela, les incidents qu'on relève aujourd'hui, je crois que maintenant, il est temps que les deux, chacun a essayé d'évaluer la force de l'autre. Oui. Il faut qu'ils s'asseyent maintenant pour concrétiser, puisque aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est la Constitution, parce que jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore modifié, ça il faut le savoir, c'est toujours la dernière Constitution de 2002 ou je ne sais quelle année qui est toujours en vigueur. Il faut concrétiser quelque chose et maintenant planifier la suite de la stratégie. Tout à l'heure, je demandais votre avis sur la réaction de la communauté africaine, disons des institutions, qui demandaient au gouvernement de fixer rapidement la date de ce référendum et demandait aussi aux acteurs de maintenir toujours la flamme de la discussion. Je demandais votre avis sur le sujet. Fekina, vous étiez au cœur de la manifestation hier, puisque votre rédaction est logée au cœur de Baie. J'imagine que hier ça a été difficile pour vous de boucler. Hein. Non, pas vraiment. Bon, puisque nous on boucle toujours vite. Déjà à 19h, on a fini de boucler, mais on ne pouvait pas rentrer parce que toute la zone était une zone d'affrontement. Jusqu'à quelques mètres de notre rédaction, les gaz pleuvaient et tout. Jusque tard dans la nuit, moi j'ai quitté la zone autour de 21h30, bon, avec toutes les difficultés pour rentrer. Des jeunes ne voulaient pas que les forces de l'ordre rentrent dans leur quartier, et donc ils se sont organisés pour créer des barricades et tout, et donc les forces de l'ordre aussi étaient de loin, lançaient des gaz en direction du quartier. Et puis après, vers le marché de Baie, il y a eu des barricades qui ont été rapidement mises en place la nuit avec les pavés, tout ce qu'on a trouvé la nuit. Ça continue jusque tard dans la nuit, tout le boulevard était jonché, donc on a dû faire les détours pour rentrer. Ça c'est la fin de la marche, c'est-à-dire que jusqu'au niveau de la Colombe, surtout au niveau de dans la zone de la Colombe hier, toute la nuit, c'était vraiment, il y avait du feu partout. Et bon voilà ce qui s'est passé dans la soirée. Maintenant, dans le fond... Mais en même temps, ce n'était pas ça qui a été prévu par l'opposition. Comment est-ce qu'on en est arrivé là finalement? Oui, mais vous savez que ça... Ou des gens en mémoire, le fameux 5 octobre. Vous savez que ça a commencé depuis le matin avec ce que Loïc a décrit, les rues d'Agido Gomé jusqu'au niveau d'Avedi, le Mousino, les gens mettaient les Toti aussi. Oui, Toti, les gens mettaient Zanguera, voilà, et tout ça. Zanguera, bon, les gens mettaient les barricades. Ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, c'est-à-dire que le régime en place n'a pas vraiment une idée de la colère des gens par rapport à la situation actuelle. La situation que vit notre pays
il y a plusieurs contingences qui justifient ce qui se passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a la question politique qui est de fond, mais il y a aussi les questions de pauvreté et qui sont criardes partout dans le pays. Parce que vous ne pouvez pas imaginer que c'est tout le pays qui bouge. Tout à l'heure on dit c'est la capitale, mais aujourd'hui c'est tout le Togo qui bouge. C'est tout le Togo pratiquement, et même les villes, certaines villes, on étouffe les gens, sinon elles auraient déjà bougé. Et donc quand vous voyez ce sentiment de colère, mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tout dirigeant doit quand même réfléchir. Et il y a des villes qui sont en observation, qui sont rentrées dans la manif, comme Atakpame cette semaine, des petites localités, des localités comme Guérenkouka, des zones comme Djarkbanga. Moi j'ai vu les photos. Ça veut dire que plus on avance, plus le foyer de contestation est en train de s'élargir. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond dans le pays. Quand on écoute Yark Damrani hier, c'est 40 personnes, 30 personnes par comme d'habitude. Oui, généralement, peut-être que lui, il a un souci par rapport à la perception qu'il a des choses, ou bien il n'arrive pas à bien regarder. Par exemple, il a dit qu'à Guérenkouka, il a vu 3 personnes, ce qui est quand même ridicule pour un ministre. Moi, j'ai vu des images de Guérenkouka où tu peux évaluer ces personnes à une centaine de personnes. Moi, j'ai vu les images, je peux le lui envoyer sur WhatsApp. Donc, lui, il n'en a compté que 3. Enfin, c'est le rapport qu'on lui a fait. Oui, mais quand vous faites un rapport comme ça, vous êtes ministre, il faut quand même, il y a un minimum. Et quand vous dites ça sur les radios ou les télévisions, vous paraissez ridicule. Enfin, il a des choses, il est revenu et ça ne le respecte pas. C'est pas sérieux. Je ne sais pas à qui veulent cacher ça. Je ne sais pas à qui veulent faire ce faux rapport, mais ça ne concerne que, ça ne change rien à la situation du pays. La situation du pays, c'est que les gens manifestent, toutes les villes bougent, et que plus on avance, plus les foyers de contestation s'élargissent. Les gens ont tablé que le mouvement allait s'affaiblir, mais on a vu ces derniers jours qu'au contraire, que d'autres villes qui ont compris que bon, mais maintenant la peur est passée, sont en train de rentrer dans la danse. Regardez les villes comme Bafilo, où il y a eu énormément d'exactions. Les gens sont ressortis plus massivement qu'hier. Regardez, comment appelle-t-on, Sokoré. Peut-être à Mango, les gens n'ont pas manifesté, mais donc plus on avance, plus il y a de la colère. Et donc, quand on dirige un pays, il faut analyser la situation, il faut se dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut, je ne sais pas, quelle intervention on peut faire pour avancer, plutôt que d'aller dans des déclarations incendiaires du genre on ne bougera pas, on ira au référendum, il n'y aura rien, on va faire ci, on va faire ça, comme certains le disent. À chaque fois que vous posez ce genre d'actes, vous mettez encore de la colère sur les citoyens. Et donc, moi ce qui est inquiétant et ce qui doit inquiéter les gens, c'est la manière dont le mouvement est en train de se propager dans les quartiers de Lomé. À l'époque, il y a certains quartiers qui ne prenaient jamais dans les mouvements. Je suis désolé. Et par exemple, moi je suis dans le quartier de Baie. Hier, fondamentalement, il n'y a pas eu de grabuge dans le quartier de Baie, à part le soir où il y a eu ces événements qui se sont produits. Les premiers grabuges ont eu lieu à partir d'Ajidogome jusqu'à Limousine, comme vous le dites. Et donc ça veut dire que, voilà, il n'y a aucun quartier aujourd'hui qui est épargné par ces mouvements d'humeur. Et donc ça doit faire réfléchir. Loïc Lawson, c'est vrai, l'opposition manifeste depuis le 19 août. Il y a eu plusieurs manifestations, on peut les compter quand même. Mais aujourd'hui, on vient de boucler une autre série de manifestations. On va se poser la question. La suite, c'est quoi? Oui, c'est la grande question. Et je crois que c'est là où il faut que ceux qui organisent et ceux qui dirigent tous se réfléchissent pour voir. Hier soir, un responsable, pas des moindres, avec qui j'ai échangé, me disait, mais bon, maintenant, est-ce qu'on saura capitaliser tout ça? Parce que quand on parle de manifestation, avouez que le peuple togolais a assez donné. Le peuple togolais s'est assez sacrifié. Et là, il est fatigué, mais il est encore parti puiser au plus profond de lui. Mais on dit qu'il n'a pas encore retrouvé ce qu'il cherchait. Je viens. C'est-à-dire, le peuple togolais a en tout cas, la population dans sa grande majorité, assez donné dans ses revendications, dans les revendications. Maintenant, il reste aux organisateurs de pouvoir capitaliser, d'arrêter de brailler chaque fois, de brailler, de raconter, de crier. Maintenant, il faut capitaliser. Comment capitaliser? C'est qu'il faut trouver la formule, je crois, pour aller discuter une fois que le pouvoir en place va appeler à discuter. Et je dis aussi le pouvoir, et on sait qu'il est du ressort du pouvoir en place d'appeler les discussions. C'est parce que ce n'est pas l'opposition qui va appeler. Et au niveau du pouvoir, il est grand temps aussi d'écouter, de comprendre que les gens en ont ras-le-bol. Parce que je te dis une chose, moi je le dis dans quelle logique, on est en démocratie. Quand on est chef d'État,
quand on est un président de la République, on ne l'est pas pour les gens de son parti politique, on se prête serment pour tous les Togolais. Tu prêtes serment, tu dis je suis président de tous les Togolais. Donc s'il y a un seul qui est mécontent, tu dois l'écouter. C'est comme ça la gouvernance. C'est comme ça on dirige. Tu dois l'écouter. Et c'est pour ça, ceux qui peuvent lui dire ou dire au président de les laisser, c'est des jeunes, c'est des... Non, c'est des Togolais qui sortent et qui manifestent. Ils ont un message à passer. Ils veulent aller à une constitution de 92. Ils veulent que la diaspora puisse voter. Ils veulent qu'on libère ce qu'on a été arrêté. Au moins, sur leurs doléances, lesquelles on peut satisfaire. Si vous pouvez, il faut les satisfaire. Je crois que c'est comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent que Faure doit rester enfermé dans sa tour et ne rien dire. Pire, ça devient... C'est même là la provocation. Et cette semaine, on a remarqué que Gilbert Bawara et Yak Damran étaient au Burkina Faso. Le confrère Liberté évoque une mission de déminage. Mais le ministre Gilbert Bawara a fait une déclaration devant la presse qu'il a réunie à son hôtel où il disait que le gouvernement togolais ne reculera pas devant la rue. Oui, tu vois, c'est des provocations et en tout cas des déclarations pareilles qui enveniment la situation. Gilbert Bawara, moi, il a des propos, on le connaît, assez provocateurs. Mais est-ce que c'est ça la solution? L'économie est paralysée. Les entreprises n'arrivent plus à faire le chiffre d'affaires qu'elles font. Est-ce que c'est comme ça on va conduire un pays? Que ce soit le pouvoir, que ce soit que l'opposition qui aspire à gouverner demain, c'est avec une économie à terre qu'elle va gouverner. C'est pour ça qu'ils doivent aller à un dialogue. Ils doivent se parler. Il faut qu'ils se parlent. Et il faut qu'au niveau de l'opposition, on arrête de dire qu'il doit partir tout de suite et à l'instant. On peut négocier tout cela pour par exemple 2020. Et il faut aller à un dialogue. Le pays est paralysé. On va rester dans un pays comme ça. Ça fait quand même une dizaine de jours qu'on parle de dialogue. Excusez-moi bien. Ça fait quand même une dizaine de jours qu'on parle de dialogue, mais personne ne fait pas. Le dialogue, à mon avis, c'est le pouvoir qui doit le convoquer. C'est lui qui doit demander à discuter. Ce n'est pas une faiblesse. J'ai dit quand vous gouvernez pour tous les Togolais là. Vous ne gouvernez pas, ce n'est pas un rapport de vote pour dire non, écoutez, ou bien de l'ego pour dire non, nous on ne va pas céder. Non, c'est pas comme ça on gouverne. Merci beaucoup à Loïc Lawson. Oui, la suite ça va être quoi finalement pour l'opposition? Parce qu'il nous semble que l'objectif final, ce n'est pas manifester dans la rue, c'est fini. Je crois que si vous êtes politique, cette question n'est pas à poser. Le constat, c'est exactement. C'est pourquoi on se pose cette question, parce qu'on ne s'y connaît pas. Sinon, aussi bien du côté de l'opposition que du pouvoir en place, les gens savent, les politiques savent ce que ça vaut. Même quand c'est ensemble, ça dire faire croire que rien ne sort de tous ces manifs. Moi, je voudrais tout d'abord faire deux remarques. Ce monde-là qui sort dans presque toutes les villes de ce pays, ce monde qui sort et qui apparemment au sommet, je ne dirais pas continue par cloîtrer l'autorité supérieure dans les différences, mais qui ne cite pas forcément ce que les gens attendent de la première autorité. Cela me donne une preuve et je crois que ça peut être l'appréhension de beaucoup de Togolais. Ça donne la preuve d'une dirigeance qui n'a jamais tenu compte de la population, qui a survécu grâce aux fraudes. Comme les gens n'ont jamais mis le maillot pour que ils aient leur pouvoir par l'urne, ils avaient leur méthode pour capter le pouvoir, ça les a toujours marché. Aujourd'hui, même si on dit que 99% de la population est dans la rue, ça leur dit rien. Ils n'avaient jamais gouverné par rapport à... ils n'avaient jamais tiré la légitimité de la population. Ça, c'est la première remarque. Il n'y a qu'un tel régime qui peut être plus ou moins peu regardant par rapport à ce qui se passe. Maintenant, le second, c'est plus ou moins un message et un cri de cœur, un appel envers mes aînés, mes petits frères, mes parents, les forces de l'ordre. Je voudrais dire un petit rappel que quand nous on était petits, je vous ai toujours dit que j'ai grandi presque dans un camp, un village qui est plongé dans un camp. Quand vous êtes au champ, vous travaillez et un bataillon traverse votre champ, vous laissez le travail, vous êtes content de voir les forces de l'ordre, ça dit traverser chez vous. Notamment à Kpewa. Toute la zone là. D'accord. Ils ont des façons de se former où il y a ce qu'on appelle la marche.
ils font une marche dans nos zones là pendant une semaine, ils sont dans la brousse, ils dorment là-bas, ils mangent là-bas. Vous préparez pour manger, ils passent là, vous êtes rassasiés, vous leur donnez tout. Vous êtes content de voir, ils sont habillés, soyez vos frères qui passent. Secondo, quand ils arrivent dans le village, on était tout petit, au coupe mère encore, mais vous êtes content qu'on dise que moi aussi, citoyen d'ici, j'ai un ami qui est soja. En ce moment, il y avait que, quand on dit soja, nous on n'avait que des références. Si ce n'est pas le béret rouge, c'est le béret vert. Parce que c'est eux notamment qu'on formait là-bas. Et puis les bérets noirs à la rigueur. Donc tu vois, quand je me remémore à l'époque, comment les gens, les citoyens étaient fiers de voir les forces dans leur travail. Quel de cœur finalement. Attends que je vienne. Oui, quand je vois comment les gens étaient fiers de voir ces messieurs de travailler, et je vois toujours le même corps de métier aujourd'hui, qui peut rentrer dans une maison, frapper quelqu'un jusqu'à ce qu'à l'hôpital, on soit obligé d'amputer son pied. Qui peut rentrer dans une maison, frapper une dame, et que pour partir même, on prend l'eau chaude qu'elle a chauffée pour verser dans son sexe. Et que les photos, les journalistes, aucun journaliste ne peut avoir le courage de publier de telles photos. Qu'une femme qui a eu la malchance d'être dans une zone où les gens sortent pour dire ça suffit. On rentre, ces jeunes, les maris sont déjà dans la brousse, on la frappe parce qu'on n'a pas trouvé raison pour faire. On prend l'eau chaude qu'elle avait préparée bouillie pour verser dans son sexe. Les photos sont à l'hôpital américain de Mango. Et la femme n'est pas encore libérée. Donc, on ne peut pas tout dire ici. Quand on voit certains trucs comme ça, on se dit quelle image le corps habillé, la tenue, le drapeau là qui porte. Quelle image il veut laisser à la génération future. Je crois que ce n'est pas encore trop tard pour changer ce genre de comportement. Merci beaucoup à Abi Alpha. Fabrice Petit, Abi parlait des forces de sécurité. On a quand même vu certains ces derniers jours très fatigués. J'ai eu même la sensation qu'il y en a parmi eux qui ont très faim, qui ont très soif. On ne leur apporte jamais à manger. Je suppose qu'ils ont été formés comme ça et ils n'ont jamais de l'eau à boire. Ce sont les manifestants qui leur donnent de l'eau. Est-ce que ce n'est pas trop risqué finalement? Des gens sur qui tirent des gaz lacrymogènes qui leur donnent de l'eau, on peut les empoisonner facilement. Bon, je crois qu'il y a aussi des citoyens qui... Non, excusez-moi, je le dis peut-être d'une façon brute comme ça. Non, même il y a aussi des marcheurs qui avaient faim. Il y a une dame à Décon qui peut témoigner. Bon, au fil, pour dire, je vais revenir un peu sur ce que Abi Alpha a dit. En fait, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un est dans une logique de dire que les marches, ça ne fait rien ou ça n'a aucun impact. Moi, j'ai dit tout de suite que ça, il y a un impact déjà. Et quand vous prenez la marche du 19, il y a quand même quelque chose qui a été fait. Peut-être que ça n'a pas satisfait totalement, mais il y a une ligne qui a bougé. C'est-à-dire la limitation de mandat, le scrutin à 2 tours, on ne l'avait pas. Maintenant, les autres détails, on peut en discuter. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que ça ne donne absolument rien. Mais maintenant, il faut se dire qu'il faut également qu'on puisse évoluer. C'est-à-dire, après, on a multiplié les marches, on continue de les multiplier. Vous voyez les scènes qu'il décrit et tout cela et autres. Aujourd'hui, il est important que la classe politique s'asseye. Je suis d'accord pour dire qu'il revient au gouvernement de convoquer un dialogue. Bon, peut-être que ça peut être mal pris. Bon, aujourd'hui que les émissaires commencent par arriver, on va en parler tout à l'heure. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut vraiment que la classe politique puisse s'asseoir pour voir exactement qu'est-ce qu'on peut négocier. Parce que tout à l'heure, on disait, oui, bon, on marche, on n'obtient rien. Non, ça dépend de l'objectif que vous vous fixez. Mais il y a aussi des objectifs, des ambitions qui semblent un peu démesurées. On nous a dit ici que bon, on va marcher, Faure Gnassingbé va partir. Je n'ai pas douté, je me suis dit bon, on verra. Mais aujourd'hui, on constate aussi que ça prend du temps. Et parfois, il est toujours là. Et parfois aussi, il faut avoir le courage de dire bon, cette question, peut-être qu'on peut la régler autrement. On aime très souvent donner l'exemple du Burkina. Les Burkinabés n'ont pas mis 48 heures pour faire débarquer Blaise Compaoré, puisqu'on aime cet exemple-là également. Mais aujourd'hui, on est dans une situation, oui, on met 99% des Togolais dans la rue, on est d'accord. Mais après, c'est quoi le résultat? Et le résultat, c'est qu'il faudrait que, par rapport à cette pression-là, on puisse tirer quelque chose. Et aujourd'hui, je dis, c'est vrai qu'il y a une ligne qui a bougé, mais on n'a pas encore concrétisé ça. Et il faudrait concrétiser. Maintenant, pour le reste, la candidature de Faure Gnassingbé et tout ça, par des discussions, on peut trouver un compromis politique. Il reviendra à chacun de voir quel effort chacun peut faire pour que le Togo puisse évoluer. D'accord. Parce qu'on ne peut pas se mettre chaque fois, et bon, moi je ne sais pas, on annonce une marche, puis après, bon, vous voyez des images sanglantes sur les réseaux sociaux, on fait circuler ça, les gens de la diaspora, ils aiment bien ça, mais après,
C'est quoi concrètement? C'est quoi le résultat? Ferdinand, on a encore 1 minute 30. Oui, moi je dirais juste qu'il ne faut pas toujours se tromper d'analyse. Les événements du Burkina qu'on cite là, ce qui s'est passé le 29 et le 30 octobre, c'est la suite d'une série de manifestations. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Burkina, il y avait toujours des manifs, et il y a eu un pic. Il y a eu un pic. Donc, nous sommes en face, nous sommes dans un processus classique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous avez des régimes comme le nôtre, ou des régimes de ce genre, qui font face à la contestation généralisée, parce que on n'est plus dans le même schéma que par le passé. Oui, aujourd'hui, c'est tout le pays qui bouge. Alors, les gens sont toujours la sourde oreille. Les gens se disent, bon, ça va se calmer, il n'y aura rien, nous tenons les manettes, on tient les leviers sécuritaires, il n'y aura rien. Jusqu'au jour où ça finit par créer d'autres choses. Vous savez, moi j'ai eu à dire à quelqu'un, quand vous prenez plusieurs exemples historiques, même quand vous partez de la Révolution française, la prise de la Bastille, ce n'était pas la première tentative. C'est arrivé avec une série d'événements. Et à chaque fois qu'un peuple, ou bien une partie du peuple, si la partie majoritaire accule un régime et que les gens font la sourde oreille, un jour de plus, c'est toujours un jour tard. Parce qu'à un moment donné, vous chercherez même le minimum, vous ne l'aurez pas. Et donc, moi je pense que ceux qui se disent, bon, il n'y aura rien, on tient les manettes, les gens ont toujours manifesté, nous sommes là. Bon, écoutez, on va rester dedans, on va voir jusqu'à où ça va, on va y aller. Très bien, messieurs. Naturellement, messieurs, merci beaucoup. Fabrice Petiezi, Loïc Lawson, Ferdinand Haïté, Abi Alpha. Nous allons marquer une pause pour le journal et on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour la suite du débat. Le taxi presse avec Fabrice Petiezi, Abi Alpha, Loïc Lawson et Ferdinand Haïté. On faisait le débat sur les manifestations de ces dernières heures. On s'est rendu compte cette semaine que la communauté africaine, ou disons-le, la communauté internationale et sous-régionale, dans un communiqué conjoint, demandait au gouvernement togolais de fixer très rapidement la date pour le référendum et demander aux acteurs politiques de s'ouvrir pour le dialogue. Comment est-ce que vous appréciez ça, Loïc Lawson, puisque vous avez traité cette information dans votre parution hier, la CEDEAO et l'Union africaine et l'UNOAX pour le référendum. Quel est votre avis sur le sujet? Bon, donc, il faut dire que d'abord c'est un communiqué qui a pris tout le monde de court. Et moi, la lecture que j'ai, c'est un communiqué diplomatique. Parce que dedans, ces genres d'institutions travaillent de manière... Elles sont beaucoup plus légalistes. Même quand c'est le mal fait, tant que c'est légal, elles soutiennent. Donc, tu vois, quand tu vois la procédure avec laquelle on est parti à l'Assemblée nationale, on a amené le projet de loi, ça a été voté, eux, ils considèrent que c'est légal. Et ils ont dit qu'ils ont même si c'est mauvais, même si la population n'est pas d'accord, tant qu'il y a un forcing, pour eux c'est légal, donc il faut aller au référendum. Et tu n'oublies pas que, et en plus, je remarque aussi c'est la position de Ibn Chambassa à peu près qui a été reprise. Comme l'impression que Ibn Chambassa fait un travail de fond, il a tenté de convaincre de Sousa, Marcel de Sousa et puis l'autre, je ne sais plus c'est qui. Au niveau de l'Union africaine. Au niveau de l'Union africaine, qui eux ne sont même pas venus d'abord au pays pour s'enquérir de la situation. Tchadien ou Guinéen? Le Guinéen. Tchadien. Voilà, Tchadien. Voilà, pour s'enquérir de la situation. Oui. Mais on signait quand même, moi c'était signé le communiqué. Tu vois, maintenant, je vois que dans le communiqué, au même moment où ils disent il faut, comment vous appelez ça, aller au référendum, au même moment ils appellent à aller dialoguer. Vous voyez? Et là, c'est là où je me dis, bon, c'est quoi ils veulent au juste? Le dialogue ou le référendum? Et sur ça, il y a un flou, et ça, c'est purement diplomatique. Est-ce qu'il y a un double langage dans la communication, finalement, de la communauté internationale, Fabrice Petiezi? Oui, mais je crois que, comme Loïc l'a dit, c'est avec diplomatie, ils font tout. Hein, et c'est pour cela même, généralement, d'abord, avant d'arriver dans un pays... ils peuvent faire semblant de marcher sur ce que le pouvoir a fait, mais ça n'empêche pas peut-être qu'ils disent d'autres vérités en off. En coulisses. En coulisses, c'est comme je parle sous le couvert d'Abi Alpha, c'est comme on dit, on ne fait pas des remarques à un chef devant en public. Tu es rentré dans le club des je ne sais pas si je l'ai bien dit. Et donc, ils peuvent faire semblant de jouer le jeu du pouvoir, mais quand ils arrivent en aparté, quand même, ils auront certaines vérités à dire pour que les choses puissent marcher. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas tout de suite, et on l'a vu dans presque tous les pays, hein. Puisque généralement, ceux qui sont au pouvoir, c'est eux
qui te donne parfois l'autorisation d'arriver et tout cela, s'il te recuse, on est obligé, on ne va pas forcer diplomatiquement, on ne peut pas forcer, un diplomate ne peut pas forcer à venir sur un territoire. Maintenant, quand il arrive, officiellement, ils peuvent tenir un langage diplomatique, puisque c'est des diplomates, mais sur le terrain, ça n'empêche pas qu'ils tiennent un autre discours. Peut-être pas en présence des gens de l'opposition, mais forcément, ils peuvent dire des choses au chef de l'État, ils peuvent dire également des choses aux leaders de l'opposition. Quand vous prenez par exemple au lendemain de la présidentielle de 2015 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que le président Ouattara et son homologue du Ghana ont pu dire à Jean-Pierre Fabre? Aujourd'hui, seul Jean-Pierre Fabre sait ce qu'on a pu lui dire. Peut-être qu'il nous a dit autre chose, mais il y a des choses qu'on lui aurait dites et qu'il n'a pas partagé avec le grand public. Ça fait partie de la diplomatie. Donc, et au finish, il faut comprendre quand même que les diplomates ne viennent pas imposer. Ils font des propositions et ils utilisent des moyens pour amener des gens à y aller. Mais si au niveau du pays, les Togolais s'entendent, je crois que ils ne vont plus se mêler. Parfois, c'est pour cela qu'on dit, bon, voilà, ils prennent du temps et autres. Ils observent. C'est quand ils se rendent compte, parce que quand les manifestations ont commencé, ils n'ont pas tout de suite réagi. Alors si l'opposition avait atteint l'objectif qu'ils poursuivaient avec les manifestations, ils ne se seraient pas mêlés. Mais c'est quand ils se rendent compte que ça commence par durer et il y a des morts, il faut qu'ils interviennent, parce qu'aujourd'hui, la crise togolaise n'est pas seulement ressentie par les Togolais. On annonce déjà des réfugiés au niveau du Ghana, dans les pays voisins et autres, et l'économie également qui prend un coup quand un pays est en difficulté. Il y a le Burkina qui transite parfois par le Togo pour amener ses marchandises et tout cela. Donc ça touche également la sous-région et c'est quand ils constatent que les acteurs n'arrivent pas à s'entendre qu'ils finissent par réagir et proposer des solutions pour une sortie de crise. Entre-temps, Ibn Chambas est arrivé à Lomé, il parlait beaucoup plus de dialogue en arrivant. Quand il est parti, il a parlé du référendum. On l'a évoqué ici vendredi passé. Maintenant, lui qui semble dire à peu près que c'est peut-être la position de Ibn Chambas qui est reprise aujourd'hui par le reste de la communauté africaine. Je ne sais pas si vous croyez à ça, vous aussi, Abi Alpha. Bon, moi je crois que d'abord Ibn Chambas, on l'a dit ici lors de l'émission passée, que c'était un médiateur choisi. Un médiateur choisi pour faire la part belle au régime en place, et il est dans son rôle. Il est venu ici rencontrer l'opposition, nous en avons parlé. Comment ça se fait pour qu'il arrive ici, je ne sais pas trop, mais quand il est arrivé, il a quitté, il est rentré aussi dans les coulisses de la diplomatie pour se rallier à sa cause d'autres instances. Je ne sais pas s'il a vraiment pu le faire à lire ce communiqué, mais ce que ça me rappelle, c'est la position de la communauté internationale dans la crise burkinabé. Vous vous rappelez comment les gens avaient fait cause pour Compaoré, à l'époque médiateur attitré dans la sous-région. Mais ça n'a pas empêché que Compaoré vive ce qu'il a vécu. Donc moi, je crois que hier dans les rues, ils ont la réponse par rapport à leur communiqué. Au niveau même national, l'autorité qui semblait offrir un référendum à un moment donné où aucun Togolais ne croit plus au vote à une élection dans notre pays, qui semblait donner un référendum comme je ne sais pas, comme si c'était un miracle qu'ils ont sorti des cimetières. Eux aussi, ils ont leur réponse hier dans la rue. Bon, moi, je pense que le communiqué alambiqué, si je puis ainsi le dire, de ces instances-là, avait déjà sa réponse. Ferdinand, un double langage de la communauté internationale. Oui, il y a la fille de Jacques Delors, Martine Aubry, qui a l'habitude de dire quand il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, forcément, il y a un loup derrière tout ça. Et on voit bien comment le sieur Chambas se démène, se bat. C'est comme s'il est devenu un ministre des Affaires étrangères bis du Togo. Il se promène pour rallier certaines personnes à la cause du régime, et c'est son travail qui se fait voir là. Nous, ce matin, on a fait un zoom sur Chambas et Aïchatou Daoudou. Vous voyez bien que quand vous prenez le club de 2005 qui est venu ici légitimer le coup d'État, en dehors de Tandja, qui est dans sa villa construite par le Togo
au Niger, vous avez Obasanjo qui n'est plus dans le jeu, qui lui s'est prononcé ces jours-ci pour que les choses évoluent. Il suffit juste d'ajouter Adrien Diop et Maïma Kabouka pour que le club soit réuni. C'est quand même révoltant que ces gens-là qui étaient venus ici en 2005 et qui ont pris fait et cause pour le régime, qui ont même dénoncé sur les médias le ministre de l'Intérieur de l'époque qui disait qu'il y avait un danger dans l'organisation des élections et qu'il fallait s'asseoir pour discuter avant d'aller aux élections. Ils ont dit qu'il était irresponsable. Et après, il y a eu 500 morts. Ça veut dire que ces gens, ils sont moralement aussi responsables des morts qu'il y a eu au Togo et que 12 ans après, ces mêmes personnes reviennent sur le territoire togolais, du moins Madame Aïcha Mindaoudou et Ibn Chambas, ça frise de la provocation. Oui, mais en même temps, il y a quand même quelque chose qui a été fait à l'Assemblée nationale. Excusez-moi, il y a 2 tiers je vais en arriver, qui ont parlé. Excusez-moi, je vais en arriver. Tout le monde sait. Non, sérieusement, est-ce que dire aujourd'hui, tout le monde sait la date du référendum, c'est... Oui, c'est la position du gouvernement. Et ils le disent. Au nom de quoi ils le disent? Que oui, il faut que le gouvernement fixe rapidement la date du référendum pendant que tout un peuple est dehors. Au nom de quoi ils le disent? Au nom de quoi? Et ils sont des diplomates, ils sont des commerçants. Ils sont des diplomates, ils sont des commerçants, des businessmen. Je suis désolé. Moi je pose les faits. Voilà des gens qui ont contribué d'une manière ou d'une autre en 2005 à un carnage dans ce pays. Et 12 ans après, excusez-moi, comme on le dit dans les enquêtes, ils reviennent sur leur lieu de crime. Sous d'autres instances. Parce qu'à l'époque, Chambas était à la commission de la CEDEAO, oui. Mindaoudou était ministre des Affaires étrangères du Niger. Aujourd'hui, ils reviennent loin sous la bannière des Nations Unies et l'autre sous la francophonie. Rappelez-vous, il y a 2 semaines, 10 jours, une mission de la francophonie devait arriver. Oui. Pourquoi le gouvernement l'a recusé? Aïchadou Mindaoudou n'était pas la chef de délégation. Mais le gouvernement a recusé cette mission. Et on a recomposé la délégation où elle est devenue chef de délégation. Pourquoi? Et donc, il ne faut pas que des gens pensent qu'ils vont faire leur business sur le dos du Togo. Comme Abi l'a dit, et comme les Ivoiriens aiment bien le chanter, la communauté internationale, c'est pour vous. L'Internet aussi, c'est pour vous. Je ne sais pas, la CEDEAO, c'est pour vous. Mais le Togo, ça serait pour les Togolais. Yeah. Si les Burkinabés avaient voulu rentrer dans le schéma que Macky Sall et Yahi Boni avaient apporté au Burkina, Blaise Compaoré serait encore au pouvoir. Jean-Pierre Fabre hier disait que le peuple sait que c'est sa lutte et non celle de la communauté internationale. En même temps, Loïc, vous l'évoquez tout à l'heure, on semblait dire au niveau de la communauté internationale qu'il faut que les acteurs politiques dialoguent. Et quand on leur propose encore le référendum, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche finalement? Oui, écoute, dialogue, référendum, où il faut allier les deux finalement. Oui, mais moi je pense que la piste salutaire pour notre pays, c'est un dialogue. Eux ils peuvent dire, comme Loïc le dit, ils sont des médiateurs ou des diplomates qui convient les partis à une table de négociation. C'est leur rôle. Mais ils ne vont pas venir pour dire, nous voulons que le gouvernement fixe la date. Ça c'est de la provocation. Loïc, oui. Donc tu vois, et le dialogue, c'est la seule voie salutaire pour notre pays. Même s'il faut aller à un référendum, il faut passer par un dialogue pour éviter que justement que le référendum finisse aussi dans un indécent. C'est juste pour aller dire oui et non, mais on ne sait pas comment ça peut finir. On ne sait pas comment ça peut finir, on ne saura pas combien, on ne sait pas comment, en tout cas encore que beaucoup ne veulent pas de ce référendum. Et moi j'ai eu l'impression même qu'au niveau du pouvoir, même à un moment, on changeait de langage, on ne voulait pas trop. Certains ne voulaient pas trop pour le référendum, peut-être pour raison budgétaire. Parce que, est-ce qu'on pourra supporter ça aussi? Parce qu'il y a les élections locales, il y a les législatives, il y a la présidentielle. En 2 ans, est-ce que le Togo... On a vu ces derniers jours également beaucoup d'associations proches du Parti Unir qui appelaient le chef de l'État à aller à ces référendums. Oui, ok. Justement, parlant du chef de l'État, moi j'aurais aimé qu'avec tout ce qui se passe, et je crois que c'est tout ça le problème, que lui puisse parler à son peuple. Parce que je crois que... Non, est-ce qu'il faut encore à ce stade-là? Non, c'est important. Non, on n'a pas dépassé. Non, on n'a pas dépassé. Le président qui parle, je te jure aujourd'hui, la calme revient. Et qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Et en tout cas, il ne peut pas venir même de parler et dire quelque chose de mauvais. Tout ce qu'il dira sera quelque chose qui va amener le calme. Et ça, il le faut. Moi, je ne comprends pas le silence. Tu vois comment les Togolais étaient nerveux. Hier, moi, quand ils l'ont vu à la télé parler au Niger, à Niamey, mais ça a mis les gens en boule. Les gens se disent, mais nous, on est ici. Lui, il va parler ailleurs. Tu comprends? Il pouvait
Et pour là où moi je dis, c'est des erreurs de casting pour un chef d'État qui, chez lui, ça brûle, bon, entre guillemets, et ailleurs, il va parler d'autre chose. Il peut parler. C'est-à-dire, tant que c'est ton peuple, tu dis, quand il va ailleurs, il dit, je gouverne les Togolais. Et une partie des Togolais n'est pas contente. Parle-leur. Explique-leur. Ils ne sont pas non, c'est des Togolais. Ce sont eux que tu as juré, tu as prêté serment pour eux. Tu as dit, je vais gouverner au nom de tous les... Je suis le président de tous les Togolais. Une grande partie n'est pas contente de toi. Il faut parler. Il faut parler. Dis, partout c'est comme ça. Mais bon ça, mais ça je comprends pas. Et le président ne parle pas, il dit rien. Son entourage qui parle, chacun parle et ça n'engage que lui. Qu'est-ce qui vous a dit que ça n'engage? Oui, parce que tout le monde, ceux qui communiquent, ça n'engage qu'eux aussi. Et tu te dis non, la communication est bâclée. C'est des Yahi, comment vous appelez, j'allais dire Yahi Boni, c'est des Damipi et autres qu'on emmène pour parler au nom du... Tu te dis mais non, il y a un problème, fondamental. Et en termes de communication. Il faut qu'on corrige ça. Il faut ça soit corrigé. Il n'y a pas un porte-parole officiel qui parle. Le ministre de la Communication n'est pas un porte-parole du gouvernement. Il ne parle pas. Tout repose. Il a commencé par parler quand même. Hein? Au côté du ministre, il y a l'autre fois à chaque conférence de presse, Guy Magny. Tout repose finalement sur le ministre de la Sécurité qui lui n'est pas un bon communicateur. Et donc quand il parle, il a un langage militaire. Les gens même si quand c'est qu'il dit, il le dit bien. Tant que c'est un langage militaire, les gens trouvent que non, il est en train de provoquer. Alors tu vois, c'est pas... On est un État qu'on gouverne. Et quand on dirige un pays... il y a une organisation, je crois, qui est faite et avec laquelle il faut diriger. On ne peut pas rester dans un grand pays comme ça et dire qu'il n'y a pas un seul porte-parole. Regarde, quand j'ai donné l'exemple hier, quand tu prends le Gabon, qui a pratiquement une situation, qui vit une situation pratiquement comme la nôtre, mais à chaque fois que ça déraille, il y a au moins un Billy, comment vous l'appelez, qui parle. C'est lui qui parle. Et il parle, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, il parle bien. Quand tu prends le Congo RDC, c'est la même chose. Il y a Lambert Mende qui... que c'est bon ou mauvais, il parle bien. Cameroun, au Cameroun, même chose. Mais pourquoi au Togo, il y a personne qui sait parler? Ça vous renvoie Pascal Bodiona? Oui, un peu ça. C'est-à-dire, depuis que Pascal Bodiona, porte-parole du gouvernement, a quitté, on ne trouve plus quelqu'un, un bon orateur qui peut parler. Il n'y a plus quelqu'un. C'est grave. Non, moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui peuvent parler et quand ils parlent, ils arrivent au moins à calmer les esprits. C'était un peu ça, Bodiona. Ils savaient calmer les esprits, même si c'est de manière politique, ils savaient le faire. Mais aujourd'hui, il n'y a personne pour le faire. Ceux qui doivent monter au créneau, c'est pour provoquer. C'est pour encore mettre de l'huile sur le feu. Heureusement. Merci beaucoup. Oui, justement. Oui, Fabrice Petit-Zi. C'est un peu là où parfois on ne s'entend pas. Oui, il faut parler. Moi, je suis d'accord pour que le chef de l'État parle. Mais il faut avoir les mots. Il faut avoir les mots. Il doit avoir les mots. Il faut avoir les mots. On ne parle pas pour parler. Bon, Loïc est sûr que si aujourd'hui Faure Gnassingbé parle, tout va se calmer. Il peut parler aussi. Ça peut s'enflammer. Ça peut aussi s'enflammer. Et donc, moi, très souvent, les gens pensent que je suis d'accord parce que Faure est muet. Non, je ne suis pas d'accord. Mais parfois, on dit souvent, peut-être qu'Abi Alpha aussi peut m'aider, que le silence vaut mieux qu'un discours qui... Je suis en train de l'initier. qui enflamme. Parce que quand vous parlez, il faut avoir les mots. Alors, jusqu'à aujourd'hui, vous dites, tous ceux qui se démerdent, ils parlent. Est-ce que ça a convaincu? On continue de dire qu'ils mettent de l'huile sur le feu. Maintenant, pour parler, il faut avoir les mots. Et j'ai l'impression que, bon, si aujourd'hui, Faure fait un discours et il dit, par exemple... Je vais respecter la Constitution. Si elle m'autorise à être candidat, je serai candidat en 2020. Je ne sais pas si Loïc sera calmé ou ça va calmer. Donc moi je crois que oui, il faut qu'il parle parce qu'il est dans une fonction où on est dans une situation où le peuple a besoin de l'entendre pour avoir sa position. Et là je suis d'accord, effectivement, parfois on a l'impression que les collaborateurs du chef de l'État même ne savent pas quelle est la position du chef de l'État sur tel sujet. Non, mais et quand ils ne savent pas sa position, ils ne peuvent pas ça peut être possible, mais quand ils ne parlent pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu me prends, c'est moi qui fais ta communication, il faut qu'au moins je sache quelle est ta position. Je vais te donner un exemple qui prouve cela. En 2013, lors des législatives, Bawa est sorti un jour dire qu'on va pas repousser ou il y avait une histoire de date qu'on ne le fera pas. Et quelques jours après, on l'a fait. Alors ça voudrait dire que peut-être qu'il y avait une idée qu'on va repousser, mais lui ne l'avait pas. Aujourd'hui, il nous dit que le pouvoir ne cédera pas par rapport à la rue.
Justement. Bon, et donc quand vous les entendez parler, vous sentez que les gens se démerdent pour... C'est pas quand vous les entendez parler, Fabrice. Ils le disent, qu'ils connaissent pas la position du président. Donc c'est ça le problème aussi. Ce n'est pas que les gens ne savent pas parler. Les noms dont vous citez, peut-être qu'ils ont... Quand quelqu'un sait exactement quelle est votre position, peut-être que le fort aussi c'est ça stratégie, je n'en sais rien. Quand on sait quelle est votre position, l'habillage, les gens sont allés à l'école pour ça, ils vont habiller la chose. Abi Alpha. Ouais, même quand il arrive à M. Fournier Singbe de parler, quand vous le suivez, que ce soit une intervention comme ça, bâton rompu, avec un journaliste, pour un discours qui n'est pas préparé, ou bien un discours qui est écrit et que le monsieur présente, en conclusion, tu tires comme quoi ce n'est pas un bon orateur. Bon, maintenant, on peut être un bon chef d'État sans être un rhéteur. Mais très souvent, quand vous allez dans un funérail, vous avez les orbites profondes, il faut vite pleurer. Ouais. Avant que les orbites... Ouais, exactement, tu vois, donc vous savez que vos yeux sont profonds, les orbites sont profondes, il faut être le premier à commencer par pleurer. Le monsieur n'est pas un bon parleur, et il n'est pas entouré de quelqu'un qui peut remplir combler ces vides-là. Comme souvent les grands chefs sont souvent difficiles à remplacer. Depuis que Bodiana est parti, il a laissé ces vides-là qui traînent toujours. Tu sais, ce qui se passe actuellement, on dit souvent que pour reprendre un éminent littéraire qui dit que tout ce que l'homme conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire, ils viennent aisément. Bon, on se demande alors dans l'environnement du fort lui-même, est-ce qu'il maîtrise vraiment là où on est arrivé? Parce qu'une chose c'est de parler, exactement, une chose c'est de parler, l'autre chose c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire et politiquement de savoir mesurer les conséquences possibles de ce qu'on sera en train de dire. Donc, quand tu fais le ramassis de tout cela, nous qui avions toujours dit que le miracle est impossible avec ce monsieur, c'est le temps qui nous donne raison. Alors, l'autre sujet... moi je n'ai pas fini. Moi je n'ai pas parlé. Je crois que... D'accord, allez-y. Je ne sais pas s'il parlera, mais je suis d'accord pour dire qu'il va parler pour dire quoi. Et ça c'est un, de deux. C'est clair qu'autour de lui, personne ne sait ce qu'il pense. Ça c'est vrai en plus, parce que les gens sont là. Vous voyez, les gens ils se parlent entre eux, les barons ils s'appellent, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Les gens sont tétanisés dans leur maison, voyant les images des marches, tout ça. Et hier, presque les barons sont restés chez eux. Il y avait quelques meetings du parti, les gens ne sont pas sortis, les gens ont peur. Mais personne ne sait ce qu'ils pensent. Et personne n'ira prendre la responsabilité d'aller dire il va se présenter, il ne va pas se présenter. Et voilà le terminus, au risque d'être, je ne sais pas, assimilé, je ne sais pas, oui, parce que quelque chose. Même hier à la conférence de presse du colonel Yark, la question a été posée au ministre de la communication sur la sortie, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Il n'a pas voulu répondre, demandant aux journalistes de patienter qu'il y aura un communiqué officiel. Une chose est certaine, et dont vous et moi, ou bien nous tous, nous sommes convaincus, c'est qu'il n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Ça, on le sait, sinon il aurait déjà parlé. C'est parce qu'il n'est pas prêt à partir qu'il ne parle pas. Oui, il ne veut pas partir, c'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Ça, c'est un. Bon, il a fait un tour au Niger. C'est vrai qu'on est passé par cette histoire de sommet de première dame, mais quand vous avez des crises dans les pays comme ça, il y a des messages qu'on transmet à des présidents. C'est cette histoire de participer au sommet, c'est une diversion. Ça se passe comme ça, il y a certainement un message, ils doivent discuter avec son homologue, parce qu'il y a quelque chose. Et dans les jours qui viennent, bien les heures qui viennent, certainement qu'il doit voir le président ghanéen, selon mes informations, au Ghana. Et donc, il y a quand même nos voisins qui sont inquiets. Les voisins immédiats par rapport au flux des réfugiés qui commencent par arriver, des gens essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent s'impliquer pour que comment on appelle-t-on, pour que les lignes bougent. Bon, Talon va passer ici, après Paris, il va passer par, je crois, Abidjan avant d'arriver ici. On va essayer de voir dans les jours à venir ce qu'il en sera. Mais je suis convaincu qu'il ne parlera pas, parce que dans sa tête, il n'est pas prêt de partir, voilà. Bon, quelques secondes. Oui, bon, il partira pas. Moi, je crois qu'aujourd'hui, effectivement... Je ne dis pas de partir maintenant, hein. Dans sa tête, il n'est pas prêt de partir. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des calculs, qui le voient jusqu'en 2030.
on ne sait pas si Faure Gnassingbé lui-même pense aller jusqu'en 2030. Et il y a des gens également qui veulent le voir partir tout de suite. Et donc, il y a des gens aussi qui espèrent qu'il partira en 2020. Donc, dans un discours où tu dois devoir satisfaire toutes les parties, il faut savoir quoi dire. Et ça explique le fait que je pars, il y aura des réactions. Je ne pars pas, il y aura des réactions. Donc, il faut savoir ce qu'il faut exactement dire. Et c'est pas si simple. Parfait. Je veux juste ajouter quand je disais que j'ai des raisons de m'interroger si M. Faure Gnassingbé maîtrise ce qui l'entoure, ce qu'il est en train de traverser. Par exemple, par rapport à ce que nous vivons au Togo, par rapport à comment, au sérieux que la communauté internationale accorde à l'actualité dans notre pays, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo n'a jamais été au centre des différents médias comme actuellement. Si on compare ce que nous traversons à ce qui s'est passé hier au Niger et qui a mobilisé notre chef de l'État, ce qui s'est passé au Niger, c'est un fait divers. C'est un fait divers. Non, par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est vrai, les premières dames qui sont réunies là-bas, machin, mais par rapport à ce que, c'est pas parce que je suis togolais que je le dis, mais par rapport à ce que nous on vit et ce qui se passe là-bas, c'est un fait divers là-bas. Tu es un président pour les faits divers ou bien tu es un président pour ton pays, pour résoudre des circonstances. Parce que être un chef d'État, ce n'est pas seulement jouir du pouvoir, mais c'est être capable d'assumer aussi bien dans le bien que dans les difficultés. Je suis désolé. D'accord, messieurs, merci beaucoup. Je voudrais qu'on aborde un sujet lié à cette crise qui revient, hein. C'est la connexion Internet. Et ces derniers temps, on l'a subi. Heureusement que cette semaine, on nous a épargné de ces désagréments. Sauf que, curieusement, tous les journaux, presque, hein, non, pas vous, enfin, je n'ai pas remarqué dans vos différentes parutions, mais la presse cette semaine essaie de nous dire que, c'est vrai, on coupe la connexion Internet au Togo, mais celle qui gère le département de postes et puis de télécommunications, de tout ça, le numérique, qu'elle n'est pas responsable. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez apprécié ça, Loïc Lawson. Non, mais... Enfin, c'est un Lawson. Bon, elle n'est pas responsable ou elle est... Bon, moi, la coupure Internet, on est tous d'accord que ça a toujours créé des désagréments. C'est pas bien pour... et ça fait plus du mal même, je dirais, même au pouvoir qu'aux jeunes ou manifestants pour lesquels on coupe parce que le pouvoir a un manque à gagner énorme. Quand on sait que les entreprises ont besoin de travailler pour pouvoir payer leurs impôts, pour payer leurs taxes. Donc la coupure d'Internet n'est pas une bonne chose. Et je vous dis, je sais pas, il y a Faure Gnassingbé en Allemagne récemment lors de son dernier voyage, a eu à le dire, interrogé sur ce sujet et sur le cas du Congo, a eu à dire clairement que ce n'est pas une bonne chose de couper. Peut-être en ce temps, ils n'ont pas pensé qu'on pouvait aussi couper un jour au Togo. Il a eu à dire, j'ai la phrase exacte, mais je ne l'ai pas en tête. Donc tu vois, et ce n'est pas une bonne chose de toute façon. Et notre pays a assez de problèmes pour qu'on coupe encore la connexion Internet. Ceux qui ont donné cette idée, et ils n'ont pas fait du bien au pays. Visiblement, Sidney Lawson n'est pas dans le coup. Oui, c'est ce que j'ai vu beaucoup de médias parler de ça en disant qu'elle n'est pas dans le coup, qu'elle n'en sait rien. Et quand on sait que nous sommes dans un pays aussi, effectivement, parfois les décisions sont prises ailleurs. On a l'habitude de le dire ici, que les décisions, beaucoup de ministres ont des portefeuilles, mais ils n'ont pas le pouvoir. Et surtout quand il s'agit d'enjeux aussi importants que la sécurité, il y a des gens au-dessus de Sidney Lawson qui vont prendre la décision sans que Sidney ne puisse dire un seul mot. Ça aussi, il faut le dire. Mais tant que tu es ministre en charge du secteur, on coupe, tu es le responsable. Tant que... Alors finalement, comment est-ce qu'il faut expliquer cette tentative de se défaire, de se dédouaner? Non, mais non, non. Je crois qu'elle est en train d'expliquer, ou bien je ne sais pas si c'est elle ou... Elle explique, moi je comprends la démarche. On est dans un gouvernement, quand un gouvernement décide de quelque chose... On est solidaire. On est solidaire. Là, elle nous dit qu'elle n'est pas dedans. Oui, mais on est solidaire ou bien... Pas moi. Non, c'est pas moi qui ai décidé. Les gens ont proposé ailleurs et ça me dépasse. Ou peut-être elle ne peut pas nous dire que je me suis opposé. Elle peut s'opposer à cette coupure, peut-être. Mais c'est plus fort qu'elle. C'est pas elle qui appuie le bouton qui coupe.
C'est pas dans son bureau que le bouton. Elle est en train de dire aux Togolais, oui, ils ont décidé de couper, je ne suis pas d'accord, donc je vous dis, moi je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Non, tu comprends? Je démissionne, c'est ça. D'abord, Sina Lawson, c'est une dame qui parle rarement dans la presse ou qui se fait défendre rarement dans la presse. Oui, c'est une première fois. Qui se fait, et du coup, du jour au lendemain, quand vous voyez plus de 5 ou 6 journaux qui prennent sa défense, et même plus, et qui font presque le même titre, ça apparaît des néo-avocats. Et donc, ça c'est très suspect. Et quand vous lisez les articles, vous comprenez juste qu'on veut jeter la responsabilité sur d'autres, beaucoup plus sur l'appareil sécuritaire, en disant, bon, nous on n'en sait absolument rien, je n'en sais rien. Et vous posez la question, pourquoi cette réaction maintenant? Parce que quand les gens posent des actes, ils oublient que demain, les responsabilités seront situées. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Certains, dans leur tête, pensent que ça ne va jamais finir, mais ça finira. Et demain, on situera les responsabilités. Vous avez vu des vidéos des militaires qui cassent les portails des gens qui rentrent dans les maisons? Oui. Ces vidéos-là sont consignées. Parce que ceux qui cassent les portes ou les portails pour rentrer dans la maison sont identifiés dans les vidéos. Demain, leur responsabilité sera située. Les gens qui envoient... C'est ce que Sinanson veut éviter aujourd'hui. J'arrive. Les gens qui envoient les militaires frapper les femmes, je ne sais pas, à Mango, rentrer dans les maisons, fesser les femmes, verser de l'eau dans leur vagin, tout ça, de l'eau chaude. Les droits de l'homme sont en train de consigner ça. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure du numérique. Les témoignages sont immédiatement consignés. On connaît l'unité qui agit, on connaît le chef-corps de ces unités. Demain, vos responsabilités seront situées. Parfois, ceux qui sont à la CPI ne sont pas forcément ceux qui sont allés tuer les gens. Mais c'est ceux sous qui les responsabilités ou bien les ordres ont été donnés. Et donc, je pense que dans la tête de certains, ça commence par fatigue. Lorsque quelqu'un donne de l'ordre, ou bien vous êtes directeur de la sécurité, et vous permettez qu'on coupe le courant à 22 h pour bastonner les gens à Décon, c'est criminel. C'est criminel. Demain, les responsabilités seront situées. Donc, on sent bien qu'il y a une pression qui est venue de quelque part. Parce que quand on a coupé la connexion Internet, les ambassadeurs étaient très furieux. Et puis la méthode qu'on a utilisée pour couper, par exemple, chez les gens de Move, les gens débarquaient armes au poing, en menaçant la société, en prenant le contrôle de leur système technique, leurs locaux techniques. Et la société n'a pas apprécié, la société a menacé de porter plainte parce qu'il y a une convention à cette société, l'État togolais. On ne peut pas se permettre de rentrer dans leurs locaux, armes au poing, pour débrancher les câbles. C'est incroyable, dans un état normal. Ce qui s'est passé à Move. Ah oui, renseignez-vous. Même les gens de Tego Telecom, leur dispositif est gardé par les militaires. Et donc, c'est plus facile. Oui, ça c'est plus facile parce que c'est pour l'État. Quand on en arrive là, il y a des responsabilités demain à situer par rapport à tout ce qui se passe. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a les ambassades, tout ça qui sont furieux, qui appellent les gens. Rappelez-vous que le Togo a eu une incidence immédiatement négative sur le MCC. Mais après, il y a beaucoup de services ici. Nous avons le siège mondial de EcoBank au Togo. Et il y a des services ici. Bon, par rapport à EcoBank, on nous a renseigné que leur serveur c'est au Ghana, c'est pas Lomé. Mais attention, ils travaillent avec d'autres services. Si y a la perturbation, ils ne vont pas travailler. Et donc, quand vous en arrivez là, il y a des responsabilités à situer. Apparemment, elle se dit, moi je n'en suis pour rien, mais elle-même ne parle pas, mais elle parle à travers des gens. Canaux. Voilà. Fabrice Pétizi. Oui, parler à travers d'autres canaux, de toutes les façons, comme vous l'avez dit, vous endossez la responsabilité. Aujourd'hui, même sur le plan sécuritaire, parfois il y a des dérapages sur le terrain, tout ça là, ce n'est pas Yark qui donne l'ordre. Il y a des choses parfois qui lui échappent, mais il assume. Il l'assume parce que c'est lui qui est le patron de la sécurité. Ça me rappelle ce ministre de la sécurité. Bon, heureusement, il s'est retrouvé là où il doit être en réalité. Il est pilote. Et là-bas, ça lui marche bien. Oui, vous avez vu en 2012, n'importe quoi. Bon, je n'ai pas donné l'ordre de tirer. Je n'ai pas donné l'ordre de tirer. Non, aujourd'hui, il y a des choses, comme vous envoyez, attends, vous êtes responsable. Et c'est pour cela, ailleurs, quand ça arrive, les gens disent, si on doit faire ça, je démissionne. Ouais. Donc, si vous ne démissionnez pas, et ça se fait, après vous en lavez les mains, vous dites, ce n'est pas moi. Bon, les gens ne sont pas... Ce n'est pas toi, c'est qui? Alors, est-ce que si on te pose cette question, est-ce que tu peux indexer quelqu'un? C'est ça le problème aujourd'hui. Donc moi je crois que quand on est dans un gouvernement, c'est pour cela la dernière fois on a fait un débat ici sur les collaborateurs du chef de l'État. Oui. Il y en a qui pensent que quand on est là, c'est amasser les choux et puis c'est terminé. Il y a du boulot à faire quelque part. Et quand ça arrive, il faut faire le boulot pour lequel
vous êtes là, autant vous léchez les doigts, quand ça chauffe également, il faut aller sur le front. Il ne faut pas seulement être là pour les moments de fête. Et donc je crois que c'est dans cette situation. Si on coupe Internet et vous êtes ministre des télécommunications et vous n'êtes pas d'accord, ben vous tirez les conclusions, vous dites si vous le faites, je démissionne. Et actuellement, il y a un ministre qui s'est opposé à un projet, il a mis sa démission dans la balance, on a reculé. Actuellement? Bien sûr. Les gens ont reculé. Il a mis, on reviendra là-dessus. Il a mis sa démission par rapport à un projet qui est en cours. Les gens ont reculé. Et c'est comme cela un ministre. Ça voudrait dire que la personne sait que oui, je suis ministre, mais j'ai d'autres compétences à revendre ailleurs. Je peux démissionner, mais je ne meurs pas de faim. Mais quand vous vous accrochez et vous n'assumez pas, on ne vous refuse pas de vous accrocher, accrochez-vous. Mais quand il est temps d'assumer, assumez. Mais après, vous n'allez pas payer la presse pour vous défendre, pour dire que vous n'en êtes rien. Abi Alpha, 1 minute 30. Oui, bon, tu sais, actuellement, Dame Sina Lasson, qui, depuis longtemps, c'est vrai que avec cette histoire de Togocom en gestation, depuis ce moment, elle est devenue un peu loquace, mais tout le monde sait qu'elle est à faune par nature. Quand elle devient loquace en ce moment donné, c'est que quelque part, quand on lance un caillou dans le marché, chacun couvre sa tête. Elle est en train de couvrir sa tête. Et je ne sais pas si elle peut vraiment couvrir sa tête par rapport à ce qui se passe. Voilà une dame qui faisait de son portefeuille ministre de quoi économie numérique. C'est-à-dire ça fait sa fierté. Et tout le monde sait actuellement ce que c'est qu'une économie numérique. En Allemagne, c'est la troisième, c'est le troisième source de financement de l'Allemagne. L'Allemagne est actuellement la première puissance économique de l'Europe. C'est-à-dire quand on classe, après l'activité maritime, il y a, je crois bien, les usines et industries. La troisième activité qui rapporte, qui renflouе les caisses de l'Allemagne, c'est l'Internet. C'est tout ce qui est lié à l'Internet. Et quand les gens ne mesurent pas la valeur ici, qu'à tout moment, on peut à tour du bras couper l'Internet comme on veut, parce que quelque part, il y a une politique qui est menacée, ça fait problème. Et puis, quand tu vois une telle décision, tout le monde sait, l'opinion, c'est que c'est pour défendre les intérêts de la monarchie. Et comme moi, dans la même boîte, les gens sortent pour tenir ces propos. Ça me rappelle aussi un peu un sujet dont on a déjà parlé. Ça me rappelle quand on couvre les événements par rapport à la sécurité. Fabrice vient de le dire, je l'ai dit la dernière fois. Très souvent, les jours dans les milieux où c'est très difficile, surtout les répressions nocturnes, souvent les unités qui font la sécurité le jour, ce n'est pas les mêmes unités qui viennent réprimer la nuit. Très souvent c'est comme ça. Voilà comment on avance vers le désordre. Vous vous rappelez ici un gouvernement en l'espace de 24 heures a été, c'est-à-dire la liste d'un gouvernement a été publiée 3 fois. Vous vous rappelez? Oui, non, oui, si. On publie, après, au prochain journal, on modifie, après encore, en l'espace de... au sommet d'une république. Donc, quand on arrive à ce stade, tout le monde a la latitude d'évaluer dans quoi on vit. Et ce que valent vraiment nos autorités, quoi. Pour terminer, peut-être sur le plan de la sécurité. Oui. Par exemple, Yark a bel et bien dit, si vous franchissez GTA pour aller vers la présidence, je ne suis plus sûr d'assurer votre sécurité. Oui, ça il a dit. Mais pour le reste, il assume. C'est pas lui qui a demandé de verser de l'eau dans les vagins des femmes ou tout ça là. Mais en tant que premier responsable, il assume. Il n'a pas pris la parole pour dire je n'ai pas demandé à tel de faire si je n'ai pas. Il va régler les comptes. Il va prendre des dispositions disciplinaires au niveau de son groupe. Mais c'est le premier responsable. C'est lui on va interroger sur le sujet. D'accord. Loïc, cette semaine, il y a eu un fait extraordinaire. C'est la veille des manifestations de l'opposition, le 3 principalement, où au grand marché de Lomé, il y a 6 voyous. Enfin, vous allez me dire si ce sont des voyous véritablement. En tout cas, ils ont tenté de braquer, ils ont braqué. Il y a 2 qui ont été tués, mais ils ont quand même pris le temps de tirer au grand marché, de tuer des concitoyens, de traverser toute la ville jusqu'à Dambert sans trouver de résistance en face. Et ça doit être arrêté. Oui, ça doit être arrêté. Ce scénario, ça devient répétitif dans le pays. Ouais. Ça devient répétitif. Rappelle-toi, c'est l'aéroport où les gens ont fini par remporter une énorme somme. Il y a Fontana. Ils ont disparu, on ne les a jamais arrêtés.
Aujourd'hui, tu me parles du grand marché aussi, mais c'est quoi? Ça se passe comme dans un film, quoi. C'est-à-dire, on n'arrive pas à les arrêter, ils prennent la route, ils passent par des corps, ils s'en vont, personne n'arrive à les... Mais il y a une chose qui est sûre et qui est pour moi une évidence, c'est que si cette opération aussi a pu avoir lieu, c'est parce que le dispositif sécuritaire aujourd'hui n'est plus en place, en tout cas pour assurer la protection civile. Parce que j'ai l'impression que ce dispositif aujourd'hui est concentré sur tout ce qui est marche de l'opposition, surtout sur oui, même les services de renseignement. Ensuite, de près. L'opposition? Oui. Tout est consacré à l'opposition. Tout est concentré. La preuve, même les braqueurs aujourd'hui, c'est l'opposition. non, moi je vais juste. Parce que j'ai appris pour ces histoires de marche. On a eu à consigner les gendarmes et les policiers dans les camps pour les marches. Alors que c'est les gendarmes et les policiers qui souvent patrouillent et sont dans le grand marché, un peu partout, devant les grands immeubles. Avant, les grands immeubles où tu trouves, ou bien les commerces où tu trouves 2 ou 3 militaires, maintenant ou gendarmes ou policiers, maintenant c'est un seul. Parce que la plupart sont consignés. Parce que l'opposition enchaîne les marches, on a besoin d'eux. Inspire les marches, ce n'est plus seulement à Lomé, sur tout état du territoire. Et je vais te faire une remarque, tu ne verras plus maintenant la police et la gendarmerie faire le patrouille la nuit. C'est les militaires maintenant qu'on a fait sortir. Tu vois un peu, c'est pour ça que j'ai dit le dispositif est un peu à laisser quelques failles et ça permet aux braqueurs de sortir. Très rapidement, moi je crois que d'abord, vous allez parler tous. D'abord, il y a eu ce braquage spectaculaire au cœur du grand marché où vous avez plein de banques qui sont protégées là-bas par des militaires. Vous savez que l'une des activités qui rapporte énormément d'argent à l'état-major, c'est de poster les militaires dans les banques. On les paie directement et à chaque fois que les banques ouvrent une agence, les militaires sont contents parce que les chefs prennent de l'argent, ils donnent des miettes à ceux qui sont là-bas. Et quand on nous dit qu'on a braqué des gens au cœur du grand marché, des gens qui sont sur 3 motos avec des armes automatiques, et on n'en a pas arrêté un seul. Parce que ce qu'on a tué au grand marché, ce n'est pas les braqueurs. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est des dégâts collatéraux. C'est des petits qui ont voulu profiter de la situation pour faire des larcins et les gens les ont abattus. On n'en a pas abattu un seul. Vous pouvez vous renseigner. Retournez au grand marché. C'est-à-dire que ceux qu'on a tués, que vous avez vus là, qu'on a lynchés, ce n'est pas les braqueurs. Ah bon? C'est pas les braqueurs. Les braqueurs sont partis. Ils sont repartis. Et donc, quand on nous dit que des gens ont quitté le grand marché, ils ont longé le boulevard du Mono, ils sont passés par jusqu'au niveau de Décon en tirant en l'air. Et que tout ce cordon-là, il n'y a pas eu une seule réaction jusqu'à ce que des gens se soient évaporés dans la nature. Ça ressemble étrangement au scénario de l'aéroport où des gens ont tiré à l'aéroport, ils ont pris l'argent, ils ont tiré dans le quartier Djaraoué, alors qu'il y a des camps là-bas, ils ont disparu dans la nature. Quand vous voyez les photos que les gens ont publiées, ils ont pu prendre, quand vous voyez les armes que ces messieurs tiennent, et quelque part il y a un chargeur qui est tombé. Quand vous voyez le chargeur là, c'est un chargeur militaire, qu'on ne se trompe pas. Sachez une chose, l'armée, que ce soit le policier, les gendarmes ou bien le militaire, ils savent. Il a beau être le plus nulard de sa garnison, quand il part même à la retraite, quand ça tire, c'est que ça c'est un revolver, ça c'est un K-47, ça c'est une mitrailleuse. Vous comprenez? Donc quand ça tire n'importe quel militaire, c'est que ça c'est notre dotation. Donc est-ce qu'à un moment donné, ceux qui sont censés répondre ont vu que c'est de leur dotation, ils n'ont pas répondu, ou bien quoi ça ressemble, mais ça devient à un scénario où les gens reviennent de façon cyclique sur les lieux de leurs crimes et ça commence par être inquiétant. Fabrice, maintenant. Oui, sur ce braquage. Oui, parfois, oui, quand on dit avec des militaires à Ecobank et tout cela et autres, parfois il y a l'impression que les gens pensent qu'il suffit de mettre le treillis pour que et tout c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Abi Alpha l'a dit. Mais quand on tire, les militaires sont capables de vous dire quelle est la nature de l'arme. Si c'est un fusil de chasse, il sait. Mais attends, vous avez vu l'armement que ces gens-là tenaient? Oui. Vous pensez que notre bonhomme devant Ecobank, là, c'est lui qui peut faire face à ce genre de dispositif? C'est un peu cela. Ce n'est pas... On tire, oui, mais il faut avoir... Il faut plus ou moins faire un calcul pour voir celui qui est en train de tirer. Mais s'il tient mieux que vous, votre réaction, c'est d'éviter qu'il y ait encore une veuve. Comment à l'aéroport, c'est lui le militaire qui s'est caché? C'est les militaires, mais ils sont parfois même les premiers à se cacher parce que lui, il sait... Lui met la différence entre les pétards et la force de feu et une arme. Donc ce n'est pas parce qu'on est en treillis militaire. On dit oh même le militaire fuyait. Mais attends, quand il enlève le treillis, il devient. Mais s'il a une arme,
qui lui permettent, il s'était organisé, parce que c'est un effet de surprise. Les gens là aussi se préparent, ils ne viennent pas par hasard comme ça. Ce n'est pas des larcins où, bon, tu ne fais pas attention, on te prend quelque chose. Il se prépare, il vient, il sait qu'il a l'armement. Ceux qui sont là-bas, il est venu étudier pendant plusieurs fois le terrain. Il sait qu'en cet instant précis, tous ceux qui ont les armes là-bas ne peuvent pas faire face à ce qu'eux, ils ont. Donc ne soyez pas surpris que parfois ça tire, les militaires aussi se cachent. Alors, après, les enquêtes, on les ouvre et on ne les referme jamais, malheureusement. Ouais. On espère que cette fois-ci, on nous dira ce qui s'est passé au Grand Marché de Bœuf. Messieurs, merci beaucoup. Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. Fabrice Petizi, le patron du journal Le Libéral. Loïc Lawson, flambeau des démocrates. Fervin Haïti, l'alternative, messieurs. Passez un excellent week-end. Bon week-end à tout le monde. On salue tous les auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine. On espère que à tous les frères va se calmer, qu'on ira à un dialogue pour diminuer cette situation. Très bien. Allez, à bientôt. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.